Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille sur les toits de Paris, ou presque. Je suis effectivement au 7e étage des locaux de France Immersive Learning, qui est en fait une association qui travaille avec les acteurs liés au monde de la réalité virtuelle, réalité mixte, etc. C'est de ça dont on se parle. Ils ont aussi une activité adossée à cela qui est la formation aux technologies immersives. Mais c'est pas de France Immersive que je vais vous parler, même si je les remercie encore de l'invitation ici, qui me permet plutôt de rencontrer la société Lynx. Lynx qui présente ici son R1. Je vous propose tout de suite de rejoindre Stan Larocque qui va tout nous dire sur qui est Lynx et qu'est-ce que ce fameux Lynx R1. Salut Stan. Bon bah salut, bonjour. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Bah non, bah avec plaisir. Écoute, alors par contre là c'est la grande découverte. Qui est Lynx? Qu'est-ce que vous faites? On sait que vous êtes français, ça c'est plutôt cool. Ça fait un moment que quand on est un petit peu sensible aux technologies AR, VR, MR, etc. On entend parler de vous. Vous en êtes où? Qui est Lynx? Je te laisse te présenter aussi. Bah en fait Lynx c'est ça. Okay. Voilà. C'est assez simple. Nous on est dans la conception et la fabrication de casques de réalité virtuelle et augmentée. Et il se trouve que notre premier produit, qui est le Lynx R1, est un casque qui fait aussi bien la réalité augmentée que de la réalité virtuelle. Donc on vient vraiment toucher à tout le spectre des technologies immersives. Les gens sont peut-être familiers un peu avec la réalité virtuelle. Ouais. Et on introduit aussi la réalité augmentée, et en fait ce qu'on va appeler la réalité mixte, qui mixe un peu le virtuel et le réel dans ce casque. Stan Larocque, c'est qui? C'est le fondateur de Lynx? Voilà, moi j'ai fondé la boîte. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur le projet. Et aujourd'hui, voilà, on est 24, ou beaucoup d'ingénieurs. La croissance continue. Et là, le but, c'est de distribuer autant de casques qu'on peut pour vraiment créer un acteur européen fort autour de ces technologies immersives. Donc, on a beaucoup de sociétés, si tu regardes dans l'écosystème, qui font des logiciels, des applications, des jeux pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Le problème, c'est que ces applications se tournent sur des écosystèmes et du hardware américains ou chinois, généralement, dans des boîtes de social media, notamment Meta ou ByteDance, le Pico. TikTok. Voilà. Et donc, nous, on essaie de vraiment créer un acteur, je pourrais dire souverain, mais vraiment un pur player européen. Et voilà, la matérialisation de ça, c'est ce produit. Alors, on va venir aux caractéristiques propres du casque, mais déjà, je pense qu'on peut le placer dans une catégorie, parce que tu as évoqué la réalité virtuelle, mais la réalité mixte. Là, on est bien d'accord qu'on ne s'adresse pas aux mêmes clients, justement, qu'un Pico 4 ou qu'un MetaQuest 2. Alors, voilà, si tu veux, en termes de positionnement, où est-ce qu'on est? En termes de prix et de features, moi, j'aime bien dire que le Lynx R1, il est vraiment à mi-chemin en termes de features et de prix, entre le Quest 2 et le Quest Pro. Donc tu vois, si tu veux faire que de la réalité virtuelle, bah peut-être que le Quest 2 en fait te suffit largement. Si tu veux faire plus de choses, le Quest Pro c'est un casque très haut de gamme qui va faire tout un tas de choses. Mais si tu veux faire quand même plus de choses d'un point de vue abordable, pas forcément utiliser l'écosystème Meta, mais quand même faire de la réalité mixte, du suivi des mains, haute performance, etc. Voilà, il y a Lynx avec le... On n'a pas du tout à rougir sur les technos, sur la maturité technologique qu'on a par rapport à ces grands groupes. Alors c'est un développement qui vous a pris combien de temps? Parce que là on approche vraiment des versions finales. Est-ce que ce qu'on voit là ici aujourd'hui à France Immersive Learning, c'est une version finale? C'est une version finale. Ouais. Ce casque là que j'ai dans les mains, tu vois, c'est le numéro 109. Okay. Il est sorti de l'usine. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un proto qu'on a fait dans la cuisine au bureau. C'est vraiment... ça sort de l'usine, et donc on commence à les distribuer à nos partenaires, à des développeurs, à des gens qui vont nous permettre de faire grossir l'écosystème. Parce que, en plus de faire le casque, si tu veux faire le casque, c'est que la moitié du chemin. Ce qui compte vraiment, en fait, c'est l'écosystème, c'est est-ce que on va réussir à prouver au monde que des gens peuvent vivre et avoir un business model en utilisant notre casque, en faisant des applications dessus, est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui vont l'utiliser, etc. Le vrai combat, il est là. Et ça nous a pris du temps, à la fois, c'est le hardware qui nous a pris beaucoup de temps, donc pour répondre à ta question, ça nous a pris
2 ans entre le moment où vraiment on a arrêté les specs et on a vu les premiers sortir de l'usine. Donc le hardware, ça prend du temps, c'est très cher. C'est très difficile, voire impossible à faire en France, mais bon, on s'est accroché. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est soutenu de plus en plus par les pouvoirs publics, par les investisseurs qui voient en fait, une fois que le produit est là, qui voient la valeur qu'on apporte. Et là, vous êtes du coup maintenant sur le premier trimestre 2023, se lance un peu le rythme de croisière? Tout à fait. Okay. Donc en fait, quand tu sors un smartphone ou un casque, etc., tu as un ramp-up de ta production. Et là, on est vraiment dans le ramp-up où tu commences à en faire plusieurs centaines par mois, et puis après, tu en fais plusieurs milliers par mois. Entre les livraisons, on regarde les problèmes, qu'est-ce qui va pas. Et quand on est vraiment très très content, et les clients aussi, on en fait beaucoup. Ok, bah très bien. Bah, du coup, parle-nous maintenant plus spécifiquement de ce modèle, son form factor, comment vous l'avez décidé. On voit que les lentilles, c'est pas des lentilles comme tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, qu'il y a des caméras. Explique-nous un peu tout l'aspect technique de ce casque. Bah, on peut pas faire comme tout le monde parce que comme on est une petite boîte, il faut qu'on se différencie. Donc on est allé chercher des choses un peu exotiques, notamment, tu fais bien de parler de la lentille, hein, voilà, qui a une forme, une géométrie très particulière, qui nous permet d'avoir un casque très fin à l'avant. À l'arrière, on a mis la batterie. Oui. Donc comme ça, tu as un casque qui est très bien équilibré sur ta tête. Et en termes de form factor, il se met vraiment comme un chapeau, c'est assez agréable. Et tu peux comme il est très léger à l'avant, on peut le relever et tu vois, j'ai le contact direct avec toi. Exactement. Ça va être un truc qui est super important, notamment pour les pros qui ont besoin d'interagir très rapidement sans avoir à s'enlever le casque. Quand tu veux quand même transmettre de l'émotion, du contact humain, voilà, tu peux le relever très rapidement plutôt que de l'enlever. Pour les développeurs, c'est très utile aussi. Tu codes, hop, tu t'aides dans le casque très rapidement, tu reviens. Donc au final, c'est une feature qu'on a vraiment voulu développer d'un point de vue mécanique. Parce que l'ergonomie, c'est encore quelque chose qui est un gros sujet dans les casques. Les gens ont... Enfin, tu vois, il y a une friction dans l'utilisation de ces produits. Et le premier facteur, c'est pas la puissance de calcul ou la résolution, etc. C'est vraiment l'ergonomie. Ouais, donc on a essayé de faire des progrès là-dessus. Donc voilà, avec le casque plus fin, la lentille, l'équilibre sur la tête, le poids, on est à 600 grammes. Mais comme tu es équilibré, tu le sens beaucoup moins. Et on a une lanière aussi qui permet de déporter un peu de poids sur le dessus de ta tête, c'est pas mal aussi. Alors comment s'appellent ces lentilles? Parce que est-ce qu'elles ont un nom technique? Parce qu'on parle beaucoup de lentilles pancake, de lentilles Fresnel. On a tout type de lentilles. Est-ce qu'elles ont un petit nom technique, celles-ci? Elles ont un petit nom. Alors tu sais, c'est comme les animaux, les plantes, il y a le nom latin compliqué et le nom simple. Donc le nom compliqué, en fait, on appelle ça un prisme. Donc c'est un prisme, en fait, c'est littéralement un prisme freeform catadioptrique. Alors là, voilà, c'est le nom complet. C'est pas celui qu'on va retenir. Nous, généralement, quand on en parle au bureau ou avec nos partenaires, on appelle ça une clover, parce qu'en fait, comme tu vois, il y a 4 zones. Et donc ça fait un peu trèfle à 4 feuilles, donc clover en anglais. C'est le nom de code de la lentille, on appelle ça une lentille clover. À l'intérieur, il y a le capteur, un capteur de présence. Les lentilles, on peut les ajuster manuellement avec effectivement cet écart interpupillaire qui va de combien à combien? Il va de 56 mm à 72. Alors ça couvre un peu plus de 95% de la population, donc c'est pas non plus tout le monde, parce qu'il y a typiquement une personne sur 20 qui pourrait pas trouver son ajustement, mais elles ont quand même elles peuvent bouger de manière asynchrone, c'est-à-dire que tu peux bouger que la gauche ou que la droite. Si tu as un œil peut-être un peu plus écarté, donc quand même je trouve qu'on a mis l'accent sur le confort un peu dans tous les degrés de liberté. Sur la face avant, je veux bien que tu me décrives un peu ce qui se passe au niveau des différents capteurs. Il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Beaucoup de monde à l'avant, beaucoup de monde à l'intérieur. Donc en fait, à l'avant, derrière les capteurs, derrière cette pièce en plastique, il y a le calculateur, donc qui est une puce Qualcomm. Un XR. C'est une XR2, comme les autres casques qui sortent en ce moment, ou qui sont sortis. Et donc on a 6 caméras, donc vous en avez 2 ici, très, très grandes, qui captent la lumière, qui sont les caméras couleur, donc ça vous permet de faire le pass-through, pour voir à travers le casque et faire la réalité augmentée, la réalité mixte. Vous avez 2 petites caméras un peu blanches là sur les côtés, donc elles sont tournées sur les côtés et un peu inclinées. C'est elles qui vont scanner la pièce et faire le 6DoF, le slam, donc comprendre comment votre tête se déplace, etc. C'est elles qui font la reconstruction 3D aussi de l'environnement et la compréhension de l'environnement. Et là, celles qui sont un peu bleutées, c'est les plus petites, mais celles qui ont le plus grand champ de vision. Elles sont accolées avec des petites vitres qui cachent des LED infrarouges. En fait, c'est des caméras qui voient très bien dans l'infrarouge à 850 nanomètres. Et c'est elles qui ont la seule fonction d'aller chercher vos mains. Donc le suivi des mains
est fait et détecté avec ces capteurs. Donc le champ de vue est de 180 degrés, donc les mains sont traquées quand ta main, avant qu'elle apparaisse dans le champ, elle est déjà traquée en fait. Okay. Donc quand tu prends un objet 3D et que tu tournes la tête, quand tu reviens, normalement, tu l'as toujours dans ta main. Okay. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est qu'on est sur un casque qui fait du tracking des mains, qui va sans doute encore évoluer, parce que moi j'ai commencé à l'utiliser, donc j'imagine que ça bosse encore sur la partie software, tu me l'as dit de toute façon. Ça c'est un travail de tous les jours. Typiquement j'ai noté qu'il n'y avait pas de forme de superposition, en tout cas sur une des applications que j'ai pu essayer. Et puis il y a des choses qui peuvent sembler aussi peut-être un peu moins naturelles, un peu moins évidentes. Je pense ceux qui connaissent plus la VR vont penser au Guardian. Quand on crée son Guardian, on dessine sa zone, on pose la manette au sol pour fixer la hauteur du sol. Là, ça se passe avec les mains, c'est peut-être un peu moins intuitif, un peu moins... Ouais. Voilà, quelles sont peut-être les pistes d'amélioration? C'est du travail du UX, en fait. Ouais. C'est que là, tu as fait une démo où, en fait, tu dois poser ta main au sol. Exactement. Pour mettre le sol. C'est quelque chose voilà, sur lequel on travaille. J'ai envie de dire, c'est que du software. On fera la détection du sol de manière automatique. Oui. D'accord, ok. On te demandera juste une confirmation si c'est bien au bon niveau. D'accord. Donc ça, dans les versions à venir, cette procédure va changer. Bien sûr, ouais. Ok, très bien. Tu as une idée du coup d'une autonomie un peu typique? Une autonomie type. Alors, si vous êtes purement en VR, ça va durer 3h30. Ok. Si vous êtes en AR, ça va durer un peu moins longtemps parce que ces deux grosses caméras sont allumées. Vous allez avoir 2h30 d'autonomie. L'un comme l'autre, c'est beaucoup. Voilà, faut vouloir passer plus de 2 heures dans le casque. Oui. Et la batterie, elle est de 8600 mAh. Ah, c'est quand même une grosse batterie. Ouais. C'est quand même une très grosse batterie. Ouais. Et c'est intéressant le point. Alors moi, je l'ai porté. Il est effectivement plutôt bien réparti. Et je pensais que, tu vois, j'aurais jamais dit qu'il y avait 8000 mAh de batterie avec ce poids qui est à l'arrière. Je disais qu'on serait sur une solution plutôt en deçà. Comment ça se passe si je veux faire de la VR ou de la MR? Quel est le store? Quelles sont vos applications? Avec quoi vous allez débarquer? On a de plus en plus d'applications, parce que comme les casques sortent, on les envoie à nos partenaires, aux développeurs de contenu, aux studios de jeux vidéo. Et donc on a des contenus VR existants qui vont être portés, on a des contenus nouveaux AR qui vont donner lieu à de nouveaux gameplays, de nouvelles dynamiques. Tout ça, ce sera sur plusieurs stores différents. Alors soit sur SteamVR, donc depuis votre PC, vous allez pouvoir... Donc ça fait de la PC VR. Ça fait du PC VR, c'est un très bon casque de PC VR. On a un très gros projet avec Nvidia là-dessus. On travaille beaucoup avec SideQuest, donc voilà, c'est pour les gens qui connaissent sur les autres casques. Et on travaille aussi sur notre store, donc à la sortie du casque, on a aussi notre App Store complètement intégré dans le casque. Vous communiquez déjà sur un certain volume, parce que ce que j'ai pu essayer, moi, ça reste quand même de l'application presque découverte. On manipule des choses, on est un petit peu dans le tutoriel. On ne fait pas d'annonce sur le contenu, mais je pense que vers entre mai et juin, autour d'AWE, on fera de grosses annonces sur des titres que les gens peuvent connaître. AWE, tu peux préciser, parce qu'il va y avoir l'Aval Virtual qui va se greffer. Il y a l'Aval Virtual en avril, mais si tu veux, l'Aval Virtual, c'est du 12 au 16, c'est un événement un peu B2B pour les professionnels, c'est pas des devs, très très grand public. Donc on a un énorme stand, le plus gros stand que l'Aval Virtual n'ait jamais vu, on a 140 mètres carrés, une piste d'atterrissage énorme, sur laquelle on va montrer beaucoup de démos avec des partenaires comme Orange, Ultraleap, Qualcomm et compagnie. Enfin, c'est un gros truc très professionnel pour montrer qu'on est un acteur sérieux et que le casque peut faire tourner à peu près tout et n'importe quoi. D'accord. Mais pour des choses un peu plus grand public, on va plutôt communiquer à AWE. Donc ça, c'est un salon qui a lieu aux États-Unis à Santa Clara et qui a lieu en juin, si je dis pas de bêtises, cette année. Voilà. Et donc là, on fera des annonces un peu plus grand public. Ok. Et justement, tu as évoqué, tu nous as cité quelques noms. Est-ce qu'il y a déjà des partenaires sur lesquels tu peux te mentionner, où vous avez des cas d'usage précis? Je peux te dire jeux vidéo existants et nouveaux. Voilà. Ou qui existaient sur des devices qui n'étaient pas des casques et qui vont peut-être... Alors, il y a un point, moi, sur l'ergonomie, c'est qu'effectivement, le casque n'est pas très lourd, il n'est pas encombrant, on peut rehausser la partie avec les lentilles et s'offrir cette vue sur l'extérieur. Mais on sait que certains acteurs ont proposé des casques. Moi, j'ai testé le Quest Pro et il y a tout simplement une partie qui cache la partie éclairage, lumière ambiante, etc. Comment vous gérez justement les lumières ambiantes lorsqu'on veut
être vraiment dans son expérience immersive? Alors, en fait, tout autour de la partie intérieure du casque, il y a des aimants. Ouais. Et tu vas pouvoir venir aimanter un D'accord. accessoire qui est fourni dans la boîte du casque, Ok, qu'on n'a pas là, je comprends. qu'on n'a pas là, qu'on va montrer à Laval pour la première fois, qui va venir t'occluder, te permettre de garder tes lunettes, mais de vraiment te mettre dans une boîte noire immersive. Ok, bon alors c'est ce petit point-là qui me manquait, très intéressant. Alors j'ai remarqué aussi que dans la conception du R1, il y a un point assez original, j'ai envie de dire. La partie audio est sur l'extérieur de l'arceau. Oui. Bon, ça a l'air de fonctionner là, on n'a pas pu vraiment tester cette solution audio. Pourquoi ce choix et voilà, qu'en est-il sur l'audio? Pour l'audio, en fait, on a voulu proposer des solutions qui rendent un peu tout le monde heureux. On voulait pas quelque chose d'invasif qui vienne se coller sur l'oreille. Donc on a mis des haut-parleurs qui arrivent juste au-dessus de vos oreilles. Donc le son peut être réglé sur les boutons volume. Et après, si vous voulez vraiment utiliser vos écouteurs ou un casque, il y a un port jack. Quelque chose qui existe de moins en moins sur les appareils électroniques, mais on a mis un port jack ici si vous voulez utiliser votre audio à vous. Ou alors vous avez le Bluetooth pour même les écouteurs sans fil qui sont compatibles avec le casque sans problème. Okay. Avec un port micro SD, c'est ça en plus Et il y a un port micro SD, donc vous pouvez rajouter jusqu'à 1 Teraoctet de stockage. De ce partage, et on peut y installer ses applis comme sauvegarder ses médias et les browser sur le casque. Bien sûr, ok, ouais. Alors du coup, ça m'emmène à quelques aspects techniques. Je suis désolé, on rembobine un petit peu. C'est l'aspect, tout ce qui est champ de vision, capacité de stockage, l'autonomie, on en a parlé. Voilà, comment on se positionne avec. Comment vous positionnez avec d'un point de vue optique, résolution et display, etc. Donc aujourd'hui, on a un field of view, un champ de vue circulaire de 90 degrés. Donc tu as un cercle devant toi de 90 degrés, horizontal, vertical, diagonal, qui vient couvrir toute ta vision avec une résolution de 1600 par 1600 par œil. Donc tu as un écran LCD derrière la lentille de 1600 par 1600 et on fait le rendu avec ça. Après, donc le stockage, on est sur une puce XR2 qui a 128 Go de stockage. On est à 6 Go de RAM. D'accord. Et on a donc cette carte SD qui permet d'augmenter le stockage jusqu'à 1 Tera. Que vous avez déjà des entreprises qui ont fait un peu office de bêta-testeur, labo Oui, on a des partenaires vraiment qui nous suivent depuis des années, qui ont eu plaisir d'avoir certains prototypes dans les mains et la frustration comme nous d'avoir attendu le device longtemps. Oui. On a beaucoup de partenaires curieux qui sont même venus tester sur leurs propres applications le casque. Et en fait, ce feedback constant qu'on a avec les utilisateurs et les partenaires, c'est ce qui nous permet de polir le hardware, d'avoir continuellement un avis utilisateur très précieux qu'on n'a pas forcément quand on a la tête dans le guidon quand on conçoit le hardware. Deux dernières questions avant d'arriver à la dispo et le prix. Est-ce que les gens te disent aujourd'hui « Ah, c'est dommage, il n'y a pas de contrôleur » et est-ce que aujourd'hui les gens se disent « Ah, c'est cool, Lynx, on est tranquille ». Comment vous justifiez aussi peut-être l'aspect un petit peu plus sécurité, gestion des données, toutes ces logiques-là? Ok, beaucoup de questions, mais grosso modo, au début, on avait beaucoup de questions sur les contrôleurs parce que quand on a annoncé le casque, il n'y avait pas de contrôleur. Et on avait dit, c'est le suivi des mains. Et tout le monde nous avait insulté sur Internet en disant, mais vous sortez un casque sans contrôleur, vous êtes fous, vous n'avez rien compris. Pour les jeux, c'est quand même surprenant. Pour les jeux, c'est surprenant. Et au fait, on a fait les premières démos et le tracking des mains est tellement performant que plus personne nous a posé la question des contrôleurs. Une main, en fait, c'est un contrôleur avec 26 degrés de liberté. Et si je veux jouer à mon Walkabout Mini Golf, je prends mon club de golf à la main et je joue... Tu peux faire ça. Okay. Et on a des contrôleurs aussi qui sont compatibles avec Lynx. On a des contrôleurs, typiquement les contrôleurs du Valve Index, tu peux les utiliser avec Lynx. Si vraiment il y a des applications qui ont besoin d'un contrôleur, et on travaille sur les nôtres qui seront annoncés un peu plus tard dans l'année. Alors après, pour le prix et la disponibilité et les données, donc si tu veux, les données, le système d'exploitation du casque, c'est AOSP. AOSP, c'est Android Open Source Project. En gros, c'est Android sans la surcouche Google, sans les services propriétaires de Google. Donc c'est un OS qui est open source, qu'on compile nous-mêmes au bureau, sur lequel on rajoute notre couche de drivers, de services, etc. Donc en fait, on est chez nous, on a la main sur tout le software, et c'est très très agréable. Donc voilà, en fait, c'est un smartphone open source que tu mets sur la tête des gens. Donc, en fait, quand tu regardes le produit en lui-même, il y a juste la batterie à l'arrière et ça ressemble à un smartphone qui a un écran bizarre. Du coup, en termes des données, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et être audité beaucoup mieux que nos concurrents qui livrent des boîtes noires en fait. Et en termes de disponibilité, donc là, comme je t'avais dit au début de l'interview, on est au ramp-up de la production et donc avant l'été, on aura livré toutes nos précommandes et on sera en mesure de livrer absolument
tous les gens qui nous commandent de manière directe ou indirecte le casque. Des commandes qui ont été faites par le biais d'un Kickstarter ou ce genre de choses, c'est ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'un jour on le trouvera, alors déjà à quel prix, et puis est-ce qu'un jour on le trouvera à la Fnac Boulanger Darty? Bah, un jour, donc déjà tu pourras l'acheter sur notre site internet, sur le site dans plusieurs pays, sur les sites de revendeurs. Et pour le retail, donc les grosses enseignes comme la Fnac, Darty, etc., c'est une discussion qu'il y aura plus tard dans l'année avec ce genre d'acteurs, mais j'y crois. Et Ok. je pense que ça peut pourrait arriver vite. Très bien. Et à quel prix alors du coup? Alors le prix pour le moment il est de 850 €. Ok. J'ai pas pu faire moins, vraiment, et voilà, donc ça c'est un Mais peu c'est un objectif? L'objectif, ouais, c'est de faire moins. Bien sûr, parce qu'une des premières frictions avant l'ergonomie, avant tout ça, c'est le prix. Ouais. Et moi j'ai envie que le plus de personnes possible puissent utiliser ces technologies immersives, donc voilà, ça commence surtout par le prix, quoi. Ok, super. Et bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces Merci. réponses. Et puis au plaisir maintenant de peut-être tester le casque un jour. Ok, Ça marche. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, cette interview de Stan Larocque est terminée. J'espère que le résultat de cette première partie interview vous a plu, vous avez appris des choses. Et en fait, je suis encore en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et c'est vrai que j'avais fait une conclusion sur place, mais dans le rush de l'événement organisé par France Immersive Learning, que je remercie encore évidemment. Mais c'est vrai que dans la précipitation, ces porte-paroles, ils sont sollicités par les différents invités. Et j'ai pu quand même échanger longuement avec Stan, mais surtout, j'ai pu, après nos échanges, porter à nouveau ce Lynx R1 et du coup ça me permet de vous livrer un avis non pas définitif parce que c'est vraiment un produit en plus qui va encore évoluer entre le moment où on a fait cette interview et le moment où il va sortir, et pour autant vous livrer peut-être quelques informations, quelques petits retours d'impression que j'ai pu avoir avec ce produit. C'est vrai qu'au début j'ai pas été convaincu, mais alors genre je me suis dit ok, c'est un casque finalement tout en plastique, on voit le jour, retour, à qui ça s'adresse, à quoi ça sert, et forcément eh bien, dans les échanges avec Stan Larocque, mais aussi dans les choses que j'ai pu découvrir en montant la vidéo, en allant rechercher un petit peu des informations, on se dit bien qu'on a envie d'y croire. Enfin, pour ma part, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à ce produit en se disant, ok, il y a un usage, c'est une boîte française, ils bossent dessus depuis longtemps, et peut-être que finalement, là où la VR a du mal à conquérir un certain public, peut-être que la MR a ses chances. Peut-être que vous-même, en tant que grand public, vous allez être intéressé par ces jeux qui vont vous permettre d'interagir dans votre environnement avec cette superposition de la réalité, plutôt que d'être complètement isolé dans votre casque de réalité virtuelle, même s'il est vrai que celui-ci permet de jouer en PC VR, etc. Ce qui est sûr, c'est que la première approche est vraiment différente, et c'est en cela que je dis que ma conclusion pour l'instant en tout cas, c'est que c'est pas un casque pour moi. C'est pas les usages que j'ai pu en découvrir ne m'ont pas convaincu pour l'instant en tout cas, parce que j'ai vu un store d'applications qui était très très pauvre sur place. Il y a vraiment que des petits titres de découverte où effectivement on manipulait ce truc de système solaire, etc. En plus, ils ont visiblement basculé de plateforme, qui fait qu'ils ont presque régressé dans l'aspect développement, suivi des mains. J'avais pas de superposition, etc. Ils m'ont bien dit que ça allait évoluer. On voit aussi dans les démonstrations de Stan que c'est extrêmement précis, que visiblement cette technologie Ultralip est de toute façon l'une des plus précises dans le suivi des mains. Ils sont conscients que certains demanderont peut-être à avoir des contrôleurs, et donc du coup ils vont aussi lancer cette partie contrôleur. Ils sont compatibles avec des contrôleurs également actuels, comme on l'a dit dans l'interview. Face à ce produit, je me suis aussi retrouvé un petit peu surpris. Ce casque est tout noir avec des plastiques qui semblent pas d'une très très grande qualité, une intégration de batterie qui est plutôt proéminente, etc. J'étais quand même assez loin des standards de ce que je peux avoir par ailleurs sur la VR. J'ai Pico 4, Quest Pro, Quest 2, donc on est quand même assez loin de tout ça. Pour autant, il est agréable à porter. C'est vrai que le poids est bien réparti, même si je me pose des questions quant à l'intégration de ces haut-parleurs en extérieur. Bref, il y a sans doute des choses qui ne collent pas à mes critères, qui vont plus être adaptées au monde du professionnel, parce que c'est vrai que ça s'en fiche. Enfin, ça se pose sur le crâne, c'est rapide, c'est facile, on peut basculer du monde réel à la réalité mixte très très facilement. Donc peut-être que ce qui moi me dérange va être un véritable atout pour les autres. Et puis surtout, là où ça donne envie d'y croire, c'est que cette phase de superposition permet de révéler d'autres usages, évidemment, et en l'occurrence peut-être plus chez les professionnels. Et à ce titre-là, on voit bien que Lynx, de par sans doute aussi le fait qu'il soit français, de fait qu'il soit aussi pas sur de la collecte de données, comme nous l'a expliqué Stan, etc., ça leur permet de concrétiser des partenariats
assez d'ampleur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de signer avec des gens qui sont là pour jouer aux billes, quoi. Quand on se parle effectivement des hôpitaux de Paris, lorsqu'on se parle de l'Agence nationale de la recherche et de l'INSERM, hein, comme on peut le voir avec cette intervention de chirurgiens, etc., ça ouvre vraiment une forme de crédibilité à ce projet, une forme d'adhésion qui, effectivement, eh bien, est complètement décorrélée de cet aspect réalité virtuelle. Quoi qu'il en soit, pour avoir discuté avec les équipes de Lynx et pour avoir porté un petit peu plus longuement ce R1 après l'interview, eh bien, on voit bien que les équipes sont pas là pour dénigrer le travail que peut faire Meta ou Pico avec le Meta Quest Pro, le Meta Quest 2 et puis le Pico 4 et pourquoi pas aussi le Pico 4 Enterprise. Évidemment qu'ils auraient tort de s'en priver que de pointer le fait qu'il y a une logique de confidentialité des données lorsqu'on s'attaque, qu'on s'intéresse à un acteur notamment chinois d'une part et américain avec une forte valeur réseaux sociaux de l'autre. Évidemment qu'ils auraient tort de s'en priver. Pour autant, le discours n'est pas là. Ils disent clairement que, comme dans l'interview, si vous avez envie de jouer à de la réalité virtuelle avec un produit moins cher qui va vraiment vous plonger dans cette VR avec des masques, etc., finalement, peut-être qu'un Quest 2 ou un Pico 4, ça fait le job. D'ailleurs, je vous invite à découvrir les tests, notamment du Pico 4 dans la description, mais aussi ici. Ce sont des produits qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Et Pico montre que vraiment, il s'étoffe en matière de catalogue produit régulièrement, là où Meta va aussi déployer beaucoup de mises à jour très régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est pas pour moi. Pour autant, ça donne envie d'y croire encore une fois. Et ce qui est vraiment impressionnant, eh bien, c'est de se dire que là, Lynx met entre les mains des gens, des développeurs, un produit qui va leur permettre visiblement de faire des choses quasi inédites avec une efficacité sans pareil, et c'est là que ça devient marrant, c'est quand on les voit nous expliquer à quel point ils ont hâte et à quel point ils ont envie de se laisser surprendre par cette communauté qui va s'approprier leur hardware et leur proposer de l'applicatif. C'est vraiment là, quand j'en ai discuté avec un des devs qui était sur place, ou une des personnes qui était sur place, on sentait qu'il avait cet engouement, cette envie vraiment de se dire « j'ai hâte que les gars prennent mon matos et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils soient capables de me développer des trucs de fou ». Et c'est là qu'on se dit qu'on a l'impression qu'eux auront réussi leur pari avec ce lancement du Lynx R1. Évidemment que de leur côté, ils devront aussi interagir, mais je pense que c'est vraiment une vision d'ingénieur qui a développé un matériel, qui a évidemment des idées sur la partie software, mais qui a envie que tout ce développement maintenant s'opère de façon extra large avec toute une communauté de passionnés en l'occurrence. Et c'est peut-être là-dessus évidemment que Lynx R1 a sa carte à jouer et a adressé à la fois une communauté de passionnés, des vrais geeks, et une communauté de professionnels qui va rechercher de la confidentialité des données, qui va rechercher un produit qui est capable de faire ce que nul autre produit a priori sera capable de faire grâce à la technologie Ultralip, etc. Et ensuite, accessoiriser ça, des contrôleurs, des protections pour s'isoler un petit peu plus, voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, moi, ça m'a pas complètement transcendé, y compris d'ailleurs du côté de la qualité d'affichage où les lentilles, alors évidemment, ils ont composé avec leurs moyens, où les lentilles offrent pas, selon moi, une extrême netteté, mais les possibilités, j'en suis persuadé, sont assez considérable. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur cette partie conclusion. Je vais finir de monter la vidéo, d'intégrer ce dernier petit passage. Dans l'ensemble, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je parle assez peu de VR, de MR, etc. sur la chaîne, mais c'est un sujet qui me passionne. Donc du coup, voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est sans doute aussi que le sujet vous intéressait. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, évidemment. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher le petit pouce qui va bien, qui motive, qui fait toujours plaisir. Vous retrouvez dans la description différents liens qui vous mèneront notamment au test du Pico 4, mais aussi de Lynx, etc. Tout ce que j'ai pu mentionner dans cette vidéo. Dans la description aussi le lien vers notre groupe de discussion Discord pour continuer à échanger sur toutes les thématiques. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment faites-le. Ça soutient la chaîne au possible et vous voyez s'afficher juste à côté de moi les réseaux sociaux pour rester en contact. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.